nous, les ateliers Bio de Provence, c'est une petite entreprise basée à Carpentras. On fabrique des produits biologiques depuis 30 ans. Moi, j'ai repris personnellement l'entreprise depuis 12 ans. Et on est en très forte croissance. On est passé dans les 12 dernières années d'une trentaine de tonnes transformées à 800 tonnes. On emploie maintenant une bonne trentaine de salariés. Le truc date un peu. Bon, voilà, la croissance de l'entreprise, création en 85. Donc, on a toujours travaillé uniquement des produits bio. Donc, en 85, c'était pas encore la mode comme actuellement. C'était une démarche très alternative à l'époque, de pionnier. L'entreprise a été pendant des années végane avant l'heure, entièrement végétalienne. Nous, on a introduit des fromages et de la viande parce qu'il y avait quand même une demande importante là-dessus qu'on ne pouvait pas négliger si on voulait développer l'entreprise et faire tourner les machines. Mais on est resté par contre 100% bio depuis le début. On a agrandi nos locaux plusieurs fois et à chaque fois, mais je reviendrai dessus, on a investi à chaque fois dans des démarches ben, d'amélioration en tout cas de nos performances énergétiques et autres qui vont dans le sens d'une amélioration de notre impact sur l'environnement. Tu peux y aller. Bon, ben là on peut passer. Nos valeurs sociales, on travaille beaucoup avec l'IFRIA, j'ai un témoin là, hein, je peux dire que c'est vrai ce que je dis, hein, c'est pas du greenwashing. On a toujours formé des apprentis, il y en a, sur nos 30 salariés, il y en a 6 ou 7 qui sont issus d'un apprentissage de 2 ans, à l'issue duquel on recrute le jeune. On a tout un plan de formation. Bon, économique, de toute façon, c'est assez simple. On essaye d'avoir des rapports avec nos fournisseurs qui soient justes et on a quand même travaillé beaucoup à mettre en ligne notre production pour diminuer le coût de transformation des produits bio, puisque c'est effectivement un des freins majeurs à leur consommation. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce slide environnemental. Bon, les circuits de vente chez nous, c'est notre 40% à notre marque Coquelicot Provence, que je vous incite vivement à acheter et goûter. Et donc ça, c'est notre marque historique. On vend ça dans les réseaux Bio, Biocoop, Satori, etc. Et après, on a développé d'autres réseaux. Historiquement, on travaillait avec les conserveurs, puisqu'on était les premiers en France à faire des raviolis bio. Donc ceux qui voulaient faire des conserves de raviolis bio, ils n'avaient pas d'autre choix que de les acheter chez nous. Maintenant, il y a d'autres qui s'y sont mis, mais du coup, on avait des gros containers. Enfin, on livre en sac de 5 kilos. Et on a été frappé aux portes des cantines, qui est surtout la RHF, donc la restauration en foyer, surtout la restauration scolaire, qui est en très fort développement chez nous, notamment depuis le Grenelle de l'environnement. Et maintenant, il va y avoir une seconde lame avec la loi qui va imposer aux cantines de faire 50% soit en bio, soit en local. Et ensuite, on travaille un petit peu avec les grandes et moyennes surfaces. J'expliquerai peut-être, si j'y pense, comment on travaille, puisque là, on optimise la logistique avec d'autres petits faiseurs bio, la logistique et l'approche commerciale pour massifier un peu nos transports. Bon, politique R&D, tout ça, on va passer. C'est pas une entreprise qui innove. Bah oui, on innove. Vous goûterez tout à l'heure le premier ravioli bio, bolognaise, pardon, 100% vegan, à base de soja bio issu du sud-est, transformé par l'entreprise Solia, qui est une scope alimentaire sur le plateau de Sceaux. Tu peux y aller. On a toujours été engagé, donc je reviendrai sur l'aspect environnemental, mais j'ai toujours eu des activités syndicales. Je suis adhérent du SINABio, donc le syndicat des transformateurs bio, et j'ai adhéré dès que j'ai repris l'entreprise à ce qu'on appelle maintenant Food in Provence, et petit à petit me voilà président du CRIT. On a une grosse démarche RSE, donc qui maintenant est accompagnée par un dispositif qui s'appelle CEDRE. Et puis on travaille avec diverses associations, notamment Manger Bio Local, c'est l'idéal qu'on avait vu. Je me rappelle. Tu peux bouger. Bon, ça c'est une présentation. Depuis 2 ans, on essaie de sortir un peu la tête de l'eau et de communiquer, notamment via on est dans des journaux type Sans Transition, enfin des gens qui sont dans l'idée du changement de mode de vie, du changement de mode de consommation. Et voilà, et nous allons vers un nouveau site en juin 2019, qui est
presque en construction. On a eu le permis de construire récemment, qui lui intégrera énormément de données environnementales. Voilà, donc si je reviens sur le... Bon, tu peux laisser comme ça. Sur le sujet, ce que j'avais envie de dire, moi, c'est que l'impact environnemental de l'alimentation, puisque c'était le thème, hein, il y a évidemment la production agricole, donc on a parlé de la bio, etc., je ne reviendrai pas dessus. Nous, on intervient au niveau de la transformation agricole, et après, il y a la distribution et le consommateur final. Je reviendrai évidemment sur la transformation agricole, mais au niveau de la production agricole, il y a évidemment... Pardon? Oui, personne ne m'entend. Et depuis le début, personne ne m'entend? Parce qu'il fallait me le dire. Sinon... c'est bon. Normalement, c'est moi qui suis intimidé. Hein. C'est moi tout seul, vous êtes tous ensemble. Vous avez pu me le dire. Bon, donc... non, après nous, donc il y a la distribution. La distribution qui génère aussi beaucoup de déchets et enfin, je veux dire, les axes qui doivent être travaillés par la distribution, c'est évidemment les déchets, puisque si vous allez dans l'arrière-cour d'un supermarché, vous allez voir tout ce qui est béné, c'est très impressionnant, et l'optimisation des transports logistiques, qui n'est pas toujours enfin, notamment dans nos réseaux bio, puisqu'on parle, si vous se fouettez, dans les bio, on massifie pas toujours, puisque c'est des petits magasins, etc. On massifie moins que Lidl ou Aldi. Donc ce plan-là, on n'est pas meilleur qu'eux, puisque c'est des camions complets. Donc ça, c'est des choses que les distributeurs doivent prendre en charge, mais de fait, ils le font, comme je vous disais, de plus en plus logiquement, puisque c'est économiquement intéressant de faire ça. Donc c'est là où l'écologie rejoint l'économie. Et ensuite, je voulais juste dire que ça ne se termine pas là, puisqu'il y a le consommateur. Le consommateur avec les déchets. Donc nous, on a parrainé une conférence de Bea Johnson, un peu la papesse du vrac ou toutes ces choses-là. Il y a encore énormément de suremballage et de déchets. Enfin, allez voir un petit peu dans vos supermarchés. C'est juste incroyable, quoi. Des fois, on remet des étuis sur des sacs, sur des machins, et c'est totalement justifié. Il y a évidemment les produits consommés, puisque la viande, enfin, on consomme trop de viande et c'est un impact terrible sur l'environnement. Je ne suis pas végétarien, hein, mais on peut juste en manger un petit peu moins. Il y a des tas de substituts qui sont développés maintenant, qui sont top. Et puis, il y a une réflexion que je me fais, parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon, et c'est un pays où il y a encore des gens très bien qui ont même pas de frigo chez eux. En fait, nous, on cuisine, mais il y a des tas de gens, il y a des tas de sociétés où finalement on ne cuisine pas. Et c'est aussi une façon d'accumuler moins de déchets chacun chez soi et de consommer dans la rue ou dans les. Enfin, voilà, c'est juste une réflexion que je voulais. En fait, on croit que notre modèle, il n'y en a qu'un, mais non, il y en a d'autres. Et parfois, la restauration collective est moins, génère moins individuellement de déchets qu'un ensemble de personnes qui va faire ses courses, qui va faire ses poubelles et qui va jeter la moitié de son plat. Alors, je vais revenir sur le. Voilà. Nous, maintenant, on va parler un peu concret. Donc, grâce au CRIT et à d'autres choses, on a travaillé dans un premier temps sur les consommations d'énergie, puisque une petite entreprise n'optimise pas toujours tout. On n'a parfois pas l'argent pour avoir des locaux isolés, par exemple. On travaillait beaucoup avec des sources de chaleur électriques. Le jour où on est passé à une chaudière vapeur avec le gaz de ville, c'est un impact. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses très concrètes et immédiates. Après, il y a d'autres choses un petit peu plus pointues. On participe à un programme Opticold. Il y a une gabegie incroyable dans nos activités du froid sur le froid. En fait, il suffirait parfois on règle le frigo à 2 degrés et il suffit de le mettre à 3,5. Surtout ici, quand il fait très chaud, vous avez une différence de consommation. Donc, je veux dire, c'est que le diable est dans le détail. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regards extérieurs et de consultants qui nous disent attends, Philippe, tu fais ça, mais c'est bête. Ah bon? Et tu peux faire autrement en tout cas. On a aussi produit assez rapidement notre eau chaude avec des récupérations calorifiques. C'est l'avantage aussi ça d'investir,
de grossir, c'est qu'on a accès aux dernières technologies. On récupère toutes les calories chaudes de nos frigos pour chauffer notre eau. Tout ça, c'est des investissements, mais qui sont finalement assez modernes, mais assez rentables aussi, assez vite, quoi. On a produit notre azote. Énormément de gens achètent leur azote en liquide. En fait, il y a maintenant des filtres à air qui permettent de charger des bonbonnes d'azote. Et puis l'azote nous sert après, on le mélange au CO2 en gaz neutre dans nos sachets de pâtes. Parce que comme on fait des produits frais, on ne peut pas les emballer dans l'oxygène, parce que sinon il y aurait... Enfin, dans l'air, parce que sinon l'oxygène produirait de la moisissure. Ensuite, on a investi dans le solaire, mais il y a quelques années. Dans notre prochain site, ce sera du solaire en autoconsommation. Donc là, on évite aussi tout ce qui est déperdition d'électricité sur les lignes de tension, sur le temps. Après, au niveau des... Mais Charlotte en parlera encore mieux que moi, mais au niveau du bilan carbone en amont, évidemment privilégier les achats locaux. Donc faire des recettes, ça part du marketing justement et de l'amont qui consiste à faire des produits avec des ingrédients sourçables localement. Ensuite, en GMS justement, comme on travaille en direct avec les magasins, on a regroupé avec des fromagers, avec des producteurs de steaks végétaux, etc., donc le fameux Tossolia. Et en fait, on reçoit tous les produits, tout repart de chez nous. Donc on en met plus sur la palette. On fait de l'optimisation logistique à ce niveau-là. La gestion des déchets, qui est aussi un sujet. Alors, il y a deux types de déchets chez nous. Enfin, le vrai déchet, c'est ce qui tombe par terre, mais tout ça, c'est récupéré et c'est donné à des éleveurs, puisque finalement, les animaux peuvent manger ça. Et ensuite, on a pas mal d'invendus, beaucoup plus que dans la conserve ou les produits longs, parce que il se peut que sur une production, on se soit un peu emballé. Et nous, on a quelques jours pour vendre des produits. Après, la date de péremption fait que... Et là, on a tout un... Mais on n'est pas les seuls. Hein, mais on travaille avec l'épicerie sociale qui a des ramassages. Et du coup, de temps en temps, ils ont des très bons produits. Aller manger à l'épicerie sociale. Quand c'est les raviolis au saumon... Je suis toujours... Merde, ça parle à l'épicerie sociale, ça. Enfin, bref. Et quand même un compte d'exploitation à gérer. Et voilà. Et puis je terminerai juste sur le suremballage, puisque on a fait le choix nous de travailler avec des emballages souples, contrairement à des barquettes. Et là, c'est exactement la même chose que l'histoire des amandes, c'est que on en met plus dans un carton. Le carton est plus petit, donc on met plus de carton sur une palette, on met plus, et puis à la fin, on se retrouve comme ça. Il y a aussi, on a développé je cherche parce que j'ai ça cet après-midi, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire, c'est que oui, on a par exemple développé aussi pour les cantines des produits, on ne faisait pas, mais des produits surgelés. Puisque le surgelé, c'est aussi une façon de conserver le produit frais, finalement. Puisque les cantines, on s'est aperçu que quand ils commandaient 50 kg, 100 kg, 200 kg, ils ne savaient pas forcément le nombre d'élèves qu'ils allaient avoir, et en frais, ils jetaient. En surgelé, ils conservent ce qui n'a pas été sorti. Et donc, ça resserre dans le prochain service ou des choses comme ça.